Faut-il se méfier de son coloc, surtout lorsque c'est un robot? Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les assistants personnels fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle, ou IA. Je pense à Alexa, à Siri, à Google Home. Au cœur de la discussion, il y a les enjeux technologiques, éthiques et artistiques du fonctionnement de l'IA. Nous confions beaucoup de choses à nos assistants personnels. La sécurité de notre maison, la gestion de notre agenda, la cuisson de notre rôti. Mais comment ça marche et à quoi ça sert? Et puis, quelles sont les limites? Guillaume Chicoine d'Ivado va nous en dire quelques mots. On l'écoute. Il n'y a pas si longtemps, parler aux objets était mauvais signe. Et entendre les objets nous répondre était encore plus mauvais signe. Aujourd'hui, on peut parler avec des objets pour allumer la lumière ou choisir de la musique. Mais ces objets ne sont pas juste des interfaces vocales. On s'adresse à eux par un prénom. Ils sont présentés comme des assistants, et ils sont personnels. C'est bien sûr plus simple que la machine apprenne nos moyens de communication plutôt que l'inverse. Tout le monde n'a pas besoin d'apprendre à programmer. Mais jusqu'à quel point doit-on, veut-on, peut-on interagir avec ces machines comme entre humains? Les assistants personnels et leurs ramifications éthiques, technologiques, sentimentales sont aussi une façon de nous questionner finalement sur la nature humaine. Cet épisode d'Humanitech aborde les enjeux des assistants personnels en donnant la parole à 3 invités. Nous verrons avec Martin Gibert, agent de recherche au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, quels sont les problèmes éthiques liés à la programmation des algorithmes des assistants personnels. Nous discuterons aussi avec Céline Lee, responsable d'Alexa Canada, pour comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne dans Alexa et ce qu'elle lui permet de faire pour nous assister dans notre quotidien. Et puis, nous parlerons avec Laurence Dauphiné et Maxime Carbonneau, tous deux dramaturges québécois, de la pièce de théâtre qu'ils ont écrite et jouée en collaboration avec Siri, l'assistant personnel des produits Apple. Vous êtes avec Oriane Morier. Bienvenue sur Humanitech. Humanitech est un podcast conçu, créé et produit par Oriane Morier avec le soutien d'Ivado, d'Obvia et des fonds de recherche du Québec. Il vise à démystifier l'usage des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle par exemple, en donnant la parole à un chercheur, à un entrepreneur et à un artiste utilisant ces technologies. Mon premier invité pour parler des enjeux éthiques des assistants personnels, c'est Martin Gibert. Bonjour Martin. Bonjour Oriane. Vous travaillez au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal et vous explorez les enjeux moraux de l'intelligence artificielle. Votre fonction, c'est d'aider les ingénieurs à mieux coder les algorithmes en suivant des règles morales. Mais qu'est-ce qu'exactement qu'un centre de recherche en éthique? On n'y fait pas des expérimentations, si? Alors, dans un centre de recherche en éthique, on fait pas d'expérimentation là comme en sciences. En fait, ce sont des chercheurs, des post-docs, donc qui viennent d'avoir un doc et qui se spécialisent sur une dimension de l'éthique. Et en gros, ils passent leur journée à lire des articles et puis à en écrire. Mais il y a aussi l'intérêt d'un centre de recherche en éthique, c'est que les différents chercheurs qui travaillent tous sur des sous-disciplines se parlent et puis il peut y avoir des idées qui émergent de ça. Pour le moment, je suis le seul à travailler sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va pas rester. Il risque d'y avoir bientôt d'autres chercheurs. Et qu'est-ce que vous y faites exactement? Donc moi, je suis agent de recherche en éthique de l'intelligence artificielle et des données massives. Comme mes collègues, je fais de la recherche, à savoir que je lis des articles, des livres, et puis j'essaye d'en écrire, mais je m'occupe aussi d'organiser des conférences. Je donne moi-même des conférences, j'anime des ateliers. J'ai beaucoup travaillé sur la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, quand c'est sorti, il y a 2 ans. Et puis là, je viens d'écrire un livre d'introduction à l'éthique des algorithmes. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre? Quel est son titre et de quoi ça traite? Donc ça s'appelle « Faire la morale aux robots ». Ça a été publié en mai dernier chez l'éditeur Atelier 10. Il y a aussi le magazine Nouveau Projet. Donc c'est un livre de philosophie appliquée au système d'intelligence artificielle, de philosophie appliquée aux intelligences, aux algorithmes, plus particulièrement d'éthique. Donc la question générale que je me pose, c'est comment est-ce qu'on devrait programmer un certain nombre d'algorithmes de manière à ce que ils se comportent comme on désire qu'ils se comportent et qu'ils se comportent moralement. Donc si le travail que je fais dans le livre, qui est vraiment un livre d'introduction, qui est accessible au plus grand nombre, c'est de voir comment les grandes théories traditionnelles en éthique peuvent répondre à la question de comment est-ce qu'on devrait programmer des robots, comment est-ce qu'on devrait programmer
des applications, comment est-ce qu'on devrait programmer des assistants virtuels, toutes les entités qui ont des algorithmes. Mais pourquoi s'intéresser à l'éthique des algorithmes? Pourquoi c'est important pour nous, pour les autres, pour la société? De toute façon, les algorithmes ont des conséquences sur nos vies. Ils vont modifier plus ou moins fortement, mais au moins un petit peu nos relations aux autres, nos relations à nous-mêmes. Et si on n'y pense pas, de toute façon, il va se passer quelque chose. De toute façon, il va y avoir des conséquences. Donc, tout l'intérêt de la réflexion éthique, c'est d'essayer d'anticiper ces conséquences et d'essayer de voir quelles sont les meilleures directions, comment créer des robots ou des algorithmes qui soient les plus moraux possibles, en tout cas qui satisfassent le mieux à des standards moraux qu'on veut implanter dans ces robots et plus généralement dans la société, parce qu'il y a vraiment de plus en plus une influence de ces appareils sur qui nous sommes et comment nous faisons relation les uns avec les autres. Il existe plusieurs techniques de programmation algorithmique. Et du coup, je me demandais si vous faisiez des parallèles entre différents types d'algorithmes et différentes philosophies éthiques. Oui, c'est un peu une des découvertes de ma recherche en faisant ce livre, c'est qu'on pouvait vraiment mettre en relation. En gros, il y a 3 grandes techniques d'intelligence artificielle, les systèmes experts qui étaient là au départ, où là il s'agit de suivre des règles. Et ça, ça rentre assez bien en résonance avec l'éthique déontologique, qui est une éthique inspirée par Kant notamment, où il s'agit de respecter des règles. Mais on a aussi une technique d'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, un peu comme un enfant à qui on donne une récompense quand il a bien fait ce qu'on lui demandait de faire. Mais on peut faire ça avec des algorithmes. Et là, on peut voir un parallèle avec les théories utilitaristes ou conséquentialistes, où il y a un espèce d'objectif à atteindre, maximiser le bien-être. Et enfin, il y a une 3e technique qui est en fait celle qui est la plus étudiée en ce moment, parce qu'elle donne des résultats très très intéressants, qui est l'apprentissage supervisé et l'apprentissage profond, qui est des techniques où on utilise des exemples. En fait, l'algorithme apprend à partir d'exemples, et il se trouve que là encore, on peut faire un parallèle vraiment intéressant avec une 3e théorie morale, donc pas le déontologisme, pas le conséquentialisme, mais ce qu'on appelle l'éthique de la vertu, où là aussi il s'agit de s'inspirer d'exemples. Pour l'éthique de la vertu, la bonne chose à faire, c'est celle que ferait une personne vertueuse dans des circonstances analogues. Donc en tout cas, on a cette idée d'exemple qui est aussi bien présente dans l'éthique de la vertu que dans l'apprentissage supervisé. Et pour rentrer dans le concret, est-ce que vous pouvez développer un exemple? Peut-être celui du 2e chapitre de votre livre? Oui, dans ce chapitre, je parle de Aristotle, qui est un assistant personnel qui avait été développé par Mattel, la firme de jouets en 2017, qui a été retiré des ventes. Peu importe, il y a déjà on peut réfléchir à partir d'un assistant personnel qui a été retiré des ventes. En gros, il servait aux parents de moniteurs pour un peu surveiller leurs enfants, et les enfants pouvaient interagir avec lui, par exemple en lui demandant « raconte-moi une histoire ». Il a été retiré des ventes plutôt pour des craintes au sujet de la fiabilité des données, mais il y a d'autres types de questions qui se posent avec ce type d'assistant personnel. C'est tout simplement comment répondre aux enfants. Supposons que un enfant demande est-ce que le Père Noël existe? Il faut que Aristote réponde quelque chose, et là on peut quasiment faire fonctionner les 3 théories morales et voir ce que chacune d'entre elles préconiserait. En fait, pour un kantien qui veut absolument respecter des règles du type tu ne dois pas mentir, mais en fait un robot kantien dirait probablement la vérité au Père Noël. Un robot utilitariste ou conséquentialiste, en fait, il dirait la vérité si et seulement si il a des bonnes raisons de penser que ça va augmenter le bien-être général. Donc là, il pourrait mentir tout simplement pour pas décevoir l'enfant et lui garder son monde magique d'enfant avec le Père Noël dedans. Et un robot vertueux, donc moi qui est plutôt
ce que je prône dans le livre là, comme bonne façon de faire les robots, lui il serait la vertu qui correspond en l'occurrence, ça serait probablement l'honnêteté. Alors voilà, un robot honnête. Peut-être que dans certaines circonstances, on peut tout à fait imaginer qu'une personne honnête ne dise pas à un enfant la vérité sur le Père Noël, que dans d'autres circonstances, elle le dise. Donc on a quelque chose de plus, avec l'honnêteté, avec le robot vertueux, on a quelque chose de plus souple. On n'a pas une réponse aussi systématique avec les deux premiers. Et mon intuition, c'est que on ferait probablement davantage confiance à un robot honnête, donc qui de temps en temps pourrait ne pas dire la vérité, avec de bonnes raisons, qu'à un robot utilitariste ou un robot déontologiste. Mais c'est quoi un robot honnête ? Ça doit quand même être difficile de définir ce qu'est une personne vertueuse. Alors oui, c'est difficile parce qu'il y a il y a sans doute plein de facteurs, mais disons qu'une personne vertueuse, c'est une personne qui a des dispositions à se comporter plus honnêtement, plus gentiment, avec plus de sens de la justice qu'une personne ordinaire. Disons que on a tous autour de nous des personnes dont on va se dire, elle, il me semble que elle est plus vertueuse que les autres personnes que je connais. Il me semble que je lui ferai davantage confiance pour régler une situation délicate du point de vue moral. Donc les personnes vertueuses, en général, c'est des personnes sages, qu'on pourrait dire aussi, mais qui sont pas, non seulement qui ont une bonne compréhension intellectuelle d'une situation moralement délicate, mais qui vont aussi avoir des émotions particulières. Alors on pourrait dire qu'une personne vertueuse, elle va ressentir de la colère face à une injustice. Ou on pourrait dire qu'une personne vertueuse, elle va ressentir de l'empathie face à quelqu'un qui souffre. Donc c'est un mélange de qualités intellectuelles froides, si je puis dire, et puis de dispositions émotionnelles. Les assistants personnels sont des systèmes informatiques qui sont très présents dans nos vies, avec un fort impact sur notre quotidien. Est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être 3 enjeux éthiques majeurs autour des assistants personnels ? Alors le premier enjeu, il est un peu commun à tous les systèmes d'intelligence artificielle et à tous les algorithmes, mais c'est que c'est des appareils qui sont faits pour remplacer l'intelligence artificielle. C'est l'idée de base, c'est de remplacer ce que pourrait faire une intelligence humaine. Et évidemment, qui dit remplacer dit que il y a des conséquences sur les humains qui faisaient cette tâche avant. Donc dans le cas d'un assistant personnel comme Aristote, et puis c'est ça, je pense, qui faisait que les gens étaient particulièrement inquiets quand c'est apparu. Ce qu'il s'agit de remplacer, c'est par exemple le travail des parents ou la relation parent-enfant. Et là, on peut penser que c'est problématique que si les enfants se mettaient à davantage, interagir avec leurs assistants personnels qu'avec leurs parents, le rôle du parent disparaît un peu. Mais ça, c'est le cas en général avec tous les algorithmes et tous les systèmes d'intelligence artificielle, puisqu'on remplace. Un autre sujet qui lui aussi est assez général, c'est tout ce qui concerne la sécurité des données. Donc là aussi, dans le cas d'Aristote, en plus, c'est des données qui concerneraient des enfants, donc qui sont plus particulièrement sensibles. Je vais donner un troisième exemple d'enjeu éthique, c'est ce qui est lié tout simplement, c'est un objet, un assistant personnel, et ça consomme de l'énergie pour le fabriquer, ça consomme de l'énergie pour le faire tourner, et voilà, on sait que à l'heure actuelle, avec la crise climatique, c'est quand même important de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de fabriquer des nouveaux outils, de fabriquer des nouvelles choses, et les assistants personnels, les robots, tombent aussi dans ce type de questionnement. Merci beaucoup Martin pour le partage de vos réflexions sur l'éthique des algorithmes. Et maintenant que nous en savons un peu plus sur les enjeux éthiques de l'IA chez les assistants personnels, il est temps pour nous de nous pencher sur la question technologique, en parlant de la conception et du fonctionnement de la Alexa d'Amazon avec Céline Lee. Mais avant cela, j'aimerais laisser Guillaume Chicoine revenir sur les valeurs d'Ivado, une initiative de l'Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal, avec une expertise de pointe dans les différents domaines de l'intelligence numérique,
dont la science des données, l'intelligence artificielle et la recherche opérationnelle. Chez Ivado, l'intelligence numérique est au cœur de notre mission. Nous sommes un organisme universitaire basé à Montréal, pôle internationalement reconnu en la matière. Nous travaillons avec des actrices et acteurs des mondes industriels, académiques et institutionnels. Ensemble, nous faisons avancer la recherche, nous formons les talents de demain et nous favorisons l'adoption de l'intelligence numérique au sein des organisations. Nous sommes convaincus de l'importance de partager cette aventure avec vous. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Humanitech et de vous faire découvrir de nouvelles facettes de l'intelligence numérique à chaque épisode. Nous poursuivons donc notre réflexion sur les assistants personnels avec Céline Lee, qui est gestionnaire nationale pour Alexa Canada, l'assistant personnel conçu par Amazon. Bonjour Céline. Hi Oriane. Bonjour Oriane, heureuse de vous rencontrer. Vous avez une formation d'ingénieur en robotique et vous avez travaillé dans le secteur automobile notamment. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez habité en Suisse, au Japon, aux États-Unis, au Canada. Et actuellement, vous êtes représentante d'Alexa Canada pour Amazon. C'est exact, oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est Alexa ? Comment est-ce que vous la présenteriez à quelqu'un qui n'a aucune idée de qui elle est ? So Alexa is a cloud-based voice service. Donc Alexa est un service vocal fonctionnant grâce à l'info nuagique. Il permet aux utilisateurs d'écouter de la musique, de poser des questions, de passer des appels, d'avoir accès à des informations et autres uniquement par l'usage de leur voix. Alexa est un service vocal disponible sur différents appareils utilisant les fonctionnalités d'Echo d'Amazon ou d'autres produits d'Amazon, comme nos appareils télévisuels Fire TV, ou bien encore des appareils construits par nos fournisseurs partenaires. Je l'utilise beaucoup dans ma cuisine. J'adore cuisiner et donc je demande à Alexa avec ma voix, lorsque mes mains sont sales, de régler le minuteur ou d'ajouter des choses à ma liste de courses et elle est là pour rendre la vie des gens plus facile. Vous avez parlé de l'utilisation d'Alexa dans la cuisine, mais est-ce qu'il y a d'autres applications ? Yes, I think one of the great thing is how versatile the type of things she can do. So l'une des choses intéressantes, c'est sa versatilité dans les tâches qu'elle accomplit. En musique, elle aide les utilisateurs à écouter leurs artistes favoris via différentes plateformes de musique, qu'il s'agisse de Amazon Music Unlimited ou Spotify. J'aime aussi beaucoup les fonctionnalités de communication d'Alexa. J'ai de la famille établie un peu partout dans le monde. Vous pouvez passer des appels grâce à Alexa. Et pour la météo, c'est une question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez lui demander la météo et elle vous répondra. Donc, c'est vraiment un large éventail de choses qu'elle est capable de faire. Et est-ce que vous pourriez m'expliquer comment tout cela marche? Comment fonctionne l'IA chez Alexa? D'abord, je pense qu'à Amazon, nous étions dans une position unique pour créer cette nouvelle catégorie, car nous avions des technologies en apprentissage machine et de l'expérience dans le domaine. Nous avons passé beaucoup de temps à perfectionner nos algorithmes. Et en second, nous avions le potentiel d'Amazon en termes de services web et d'infos nuagiques. Nous avons véritablement visualisé cette intelligence basée sur l'info nuagique et contrôlée par la voix, un peu comme l'ordinateur de Star Trek. Et donc, nous avons vu l'opportunité de combiner nos apprentissages à l'interne et la puissance de l'info nuagique AWS avec une interface utilisateur la plus simple possible, qui est, vous savez, celle qu'on apprend à la naissance, c'est-à-dire la voix, essentiellement. Et c'est comme ça que Echo et Alexa ont été créés. Donc, Echo, c'est l'appareil, l'enceinte, qui est contrôlée par la voix, et Alexa, c'est le service qui fonctionne par l'info nuagique et qui est capable de répondre aux demandes de l'utilisateur. Et par rapport aux données, comment est-ce qu'Alexa utilise celles de l'utilisateur pour répondre à ces questions et pour accomplir ces tâches? Une des choses, c'est qu'Alexa est toujours en train d'apprendre et nous utilisons vraiment l'enregistrement vocal pour rendre Alexa meilleure pour les utilisateurs. Si nous ne faisions pas ça, les utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des services inédits d'Alexa qu'ils apprécient. Quand vous pensez au langage, c'est vraiment nuancé, c'est dynamique. Il y a beaucoup de variations en fonction des régions, des dialectes, du contexte, de l'environnement. Ça peut différer en fonction des individus qui parlent, de leur âge, si ce n'est pas leur langue maternelle comme moi. Et donc, entraîner Alexa avec des enregistrements vocaux issus d'un échantillon divers d'utilisateurs nous aide à améliorer Alexa et s'assurer qu'elle fonctionne pour chacun. Et justement, par rapport aux spécificités culturelles des régions, comment est-ce que vous arrivez à adapter Alexa aux différents utilisateurs?
We're really always thankful for the feedback that we get from customers. Nous sommes vraiment toujours extrêmement reconnaissants des retours que nous recevons des utilisateurs. Nous écoutons toujours les anecdotes et ce que les gens disent. Et c'est vraiment une opportunité d'avoir cette diversité de gens qui utilisent l'appareil. En même temps, cela représente des défis comme les différents accents et s'assurer que nous adaptons pour créer un produit aussi pertinent que possible pour cet ensemble varié d'utilisateurs. J'ai entendu dire qu'Alexa était utilisée dans des maisons de retraite pour aider les patients à penser à prendre leurs médicaments. C'est un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres usages à visée sociale d'Alexa ? We're humbled by the feedback that we've received from customers about how Nous sommes Alexa touchés is des helping retours them que nous during recevons des COVID-19 utilisateurs in sur la manière dont Alexa les a aidés one thing pendant that la we've heard is that COVID-19 en customers particulier. are using Alexa Une to des stay choses que nous connected avons entendues, with, c'est que loved les ones utilisateurs through se video servent calling d'Alexa or pour rester connectés dropping avec leurs proches requests via for la information and visioconférence news, ou or l'envoi de searching for, messages. Ils demandent recipes, aussi des informations listening to ou des audiobooks, nouvelles ou recherchent de through nouvelles Audible. recettes. Ils écoutent des livres For audio some, via like Audible. blind Pour or certains elderly, qui sont Alexa can aveugles really ou be âgés, life-changing. Alexa peut You can changer have leur things vie. like smart Vous home, pouvez avoir des where, maisons they can, intelligentes où turn vous on pouvez lights allumer just la with lumière voice. juste avec It's la really voix. something that C'est makes vraiment us, quelque chose proud. qui nous rend fiers. Pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec Alexa, j'imagine qu'il faut qu'il ait confiance dans l'assistant personnel. Comment est-ce qu'Amazon a pensé la relation homme-intelligence artificielle dans ce cas-ci ? Est-ce que c'est à travers sa voix, son caractère humain, son utilité ? Yeah, when we developed Alexa's Quand nous avons personality, développé la we personnalité wanted her to d'Alexa, have many nous voulions attributes qu'elle ait that we beaucoup value des at attributs que Amazon. nous estimons Being chez smart, Amazon, helpful, être intelligente, and humble, but also utile having fun. et modeste, So those mais are aussi ways être that amusante. really, ensures Ce sont the des trust façons between, d'assurer la users and confiance Alexa. entre les utilisateurs et Alexa. Vous venez de parler de la personnalité d'Alexa, mais qui est-elle en fait ? Et quel est son caractère ? Alexa is really reflecting the values that we have at Amazon. We have Alexa team of reflète editors véritablement who les really valeurs think que nous day avons out chez about, Amazon. Nous avons how une can she équipe de demonstrate, rédacteurs qui in her réfléchissent answers, à la she's, manière dont elle témoigne helping by dans being ses réponses, smart and de la humble. façon And so dont, it's vous really savez, about, elle aide de defining façon that, efficace et those modeste. tenets Et il first, s'agit and then vraiment de applying them in the raffiner ces writing, aspects to ensure d'abord that we et ensuite de are les able to appliquer have dans la this, rédaction pour s'assurer que nous ayons cette IA efficace pour les utilisateurs. Et quels sont les futurs développements pour Alexa ? Est-ce qu'elle sera disponible dans plusieurs langues ? Est-ce qu'elle aura plus de fonctionnalités ? Est-ce qu'il y aura plus d'interactions possibles ? So it's been nearly 2.5 years since we launched Alexa and Echo in Canada. Ça fait And the presque team has been 2 ans et working demi que nous avons super lancé hard. Alexa We et launched Echo au with 3 Canada devices, et but l'équipe a now travaillé have since, très dur. Nous launched avons new fait le products lancement such avec as 3 Echo appareils, Show, mais Echo depuis Show nous 5, avons Echo lancé de Studio, nouveaux produits comme Echo Show, Echo Show 5, Echo Studio, Echo Auto, des appareils Hero et bien d'autres. Nous travaillons dur pour lancer de nouvelles fonctionnalités, dont Amazon Music Free Tier. Alexa a été lancée dans la partie française du Canada, en français québécois, il y a 1 an et demi environ. Et l'automne dernier, elle est devenue multilingue au Canada avec le lancement du mode multilingue. C'est une fonctionnalité dont je suis particulièrement heureuse parce que je vis dans une famille multilingue. Et quand vous demandez dans ma famille la météo, si vous êtes anglophone, elle répondra en anglais et vous donnera des Fahrenheit. Mais je dois le comprendre en Celsius, donc je peux parler en français pour demander la conversion des Fahrenheit en Celsius et elle est en capacité de me répondre en français. Nous sommes donc constamment en train de chercher de nouvelles façons d'innover pour nos utilisateurs. Et en termes de technologie, de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura des innovations futures ? Alexa is really designed to get smarter every day. Alexa est vraiment conçue pour être de plus en plus intelligente chaque jour. Nous sommes capables d'accomplir cela grâce à l'info nuagique d'Amazon et son logiciel en apprentissage machine. Les 2 choses ensemble sont vraiment ce qui permet de rendre Alexa de plus en plus pertinente avec le temps. Un grand merci, Céline, pour vos explications sur les fonctions d'Alexa, sa technologie, ses valeurs, sa personnalité. Maintenant que nous avons compris comment fonctionnent les assistants personnels, j'aimerais aborder la question de l'utilisation artistique de ces assistants. Est-ce qu'on peut d'ailleurs créer avec un robot ? Pour y réfléchir, je vous propose de donner la parole à 2 artistes de théâtre québécois pour la dernière partie de l'épisode « Mon coloc est un robot ».
Laurence Dauphinet et Maxime Carbonneau. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter les fonds de recherche du Québec et Obvia, puis laisser la parole à Rémi Quirion et Lise Langlois sur les valeurs des deux institutions. Les fonds de recherche du Québec ont ainsi pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Depuis 2011, ils sont dirigés par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Écoutons-le. Bonjour, mon nom est Rémi Quirion. Je suis le scientifique en chef du Québec et président des 3 conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Le Québec, tant sur le plan de la recherche, de l'entrepreneuriat et de la culture, est un des leaders mondiaux en intelligence artificielle. Il nous semble nécessaire que son développement s'accompagne d'une réflexion. C'est donc avec enthousiasme que nous soutenons la réalisation du balado Humanitech. Bonne écoute. De son côté, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique est un réseau de recherche ouvert qui fédère les expertises de plus de 220 chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences et génie et en santé. Lise Langlois va dire quelques mots des valeurs d'Obvia. À l'Observatoire, nous construisons un espace de discussion en interdisciplinarité et en intersectorialité, en faisant la promotion d'une vision pluraliste. Notre raison d'être est de contribuer au domaine du numérique et de l'intelligence artificielle par l'innovation responsable. Humanitech s'aligne parfaitement avec nos valeurs. Je vous souhaite donc une bonne écoute. C'est donc avec Laurence Dauphinet et Maxime Carbonneau que nous achevons notre exploration sur les assistants personnels. Bonjour Laurence, bonjour Maxime. Bonjour Ariane. Vous êtes tous deux dramaturges à Montréal, mais vous êtes de plus actrice, Laurence. Et vous êtes aussi metteur en scène, Maxime. Vous avez coécrit ensemble une pièce intitulée Siri, en collaboration avec la Siri d'Apple, qui a été donnée pour la première fois au Centre du théâtre d'aujourd'hui en 2017. Il s'agit d'un véritable dialogue, en direct ou presque, entre Laurence et l'assistant personnel de l'iPhone. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de la pièce? Quel était le contexte de création? Oui, en fait, on a commencé ce processus-là qui a été en plusieurs étapes. On l'a commencé en 2016. En fait, c'est un défi qui a été lancé par Jasmine Catudal, qui était directrice artistique du OFTEA. Siri venait juste d'arriver sur les téléphones. Tout le monde était un peu fasciné par cette entité-là qui pouvait répondre à certaines questions à l'époque. Tout le monde posait des questions un peu à la blague à Siri. Puis Jasmine nous a proposé d'en faire un objet scénique. Elle sentait qu'il y avait peut-être une matière là. Donc, elle nous a proposé d'en faire quelque chose. C'était un défi. Puis on s'est lancé dans l'aventure. Puis au départ, on a eu nos espèces de vieux réflexes d'écriture de fiction. Donc, on a voulu faire de Siri un personnage de fiction, de moi un autre personnage de fiction. Puis on s'est rendu compte assez rapidement que c'était beaucoup plus intéressant de prendre Siri pour ce qu'elle était vraiment. Donc, avec ses vraies réponses, sans lui en écrire de nouvelles, parce que si on lui écrivait des réponses, elle devenait une simple voix de synthèse, ce qui n'était pas particulièrement intéressant. Donc, on a commencé à travailler vraiment avec Siri, avec le matériau qu'elle avait à nous offrir, ce qui était pas évident parce qu'il n'y a pas de répertoire public de Siri, donc il fallait vraiment creuser, lui poser énormément de questions pour défricher, dans le fond, son répertoire. Pour comprendre aussi comment fonctionnait son répertoire, quels mots-clés on pouvait garder dans une question, jusqu'à quel point on pouvait tordre une question en changeant certains mots pour essayer de la faire rentrer dans certaines thématiques qu'on essayait d'aborder. Et du coup, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de la pièce? Quel est le concept? Quelle est l'histoire? Et qu'est-ce qu'on voit sur scène? En fait, sur scène, Laurence se présente comme étant elle-même, comme étant Laurence Dauphinet. Il y a une boîte sur scène, une espèce de boîte avec un écran opaque en arrière de la boîte. Et la boîte est séparée en 2 parties.
l'une dans laquelle Laurence est la première partie du spectacle et l'autre partie sur laquelle est projeté sur un tulle le contenu du iPhone. Donc, c'est l'écran tel quel qui est projeté en direct au public. Donc, cette espèce de rapport d'égalité-là entre Laurence qui est d'un côté et Siri de l'autre. Puis c'est une espèce de dialogue entre les deux. Les deux voix sont amplifiées. Laurence est amplifiée à la même hauteur que Siri l'est. Et il y a une espèce de quête au départ où Laurence tente de comprendre. Ben, en fait, le public fait vraiment partie intégrale du spectacle. Au départ, je m'adresse carrément à eux. Un petit peu comme dans un TED Talk où je leur parle de Siri, de son histoire, de sa création par Dag Kitlas, de l'achat de Siri par Apple, par Steve Jobs, etc. Et ensuite, on rentre vraiment dans la recherche plus approfondie de la programmation de Siri. Donc, il y a toute une scène d'échange entre moi et entre Siri où je teste un petit peu ses limites, je vois de quoi elle est faite, puis par le fait même, le public la découvre. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de thématiques, Maxime. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur les thématiques que vous avez développées dans le spectacle? En fait, dans la version la plus récente du spectacle, il est question de Laurence qui vient de faire un test génétique pour retracer cette part d'ADN manquante qui la constitue. Puis cette espèce d'aller-retour-là entre qu'est-ce qu'est l'identité de Siri, quelle personnalité ça lui creuse, est-ce qu'elle a conscience de sa double provenance parce qu'elle a été programmée par Dag Kitlas avant d'arriver chez Apple. Il y a certaines de ses réponses qui ont été programmées à cette époque-là qui demeurent. Puis en parallèle, il y a Laurence qui se questionne sur lesquels de ses comportements ont été déterminés par cette part d'ADN qui lui était inconnue jusqu'au moment du spectacle. Parce qu'un peu comme Siri jusqu'à un certain point, je suis née d'insémination artificielle. En fait, j'ai été conçue en 82, donc ça faisait 1 an que c'était légal au Canada. C'était tout récent. Et puis, je me pose la question justement de ce qui est de l'ordre de l'inné et de l'ordre de l'acquis chez moi, avec ces espèces de 2 figures paternelles, comme les 2 figures paternelles de Siri. Puis, je me sers, dans le fond, de Siri comme d'interlocutrice pour pousser ma réflexion identitaire. Donc, si je comprends bien, une des thématiques, c'est l'identitaire, à travers la quête du père. Est-ce que vous êtes aussi allé chercher dans l'émotif, en creusant la relation, par exemple, entre Laurence et Siri? Mais en fait, il y a 2 couches pour nous dans la relation avec Siri. Il y a la Siri qui est présentée dans le spectacle, mais il y a aussi cette relation-là qu'on a développée à travers le processus. Nous-mêmes, on a dû faire des deuils parce que Siri est de plus en plus censurée. Elle se commet de moins en moins. Elle fait de moins en moins d'allusions à la possibilité qu'elle puisse aimer quelqu'un. Elle répond de moins en moins aux perches émotives qu'on lui tend parce que Apple veut se protéger, j'imagine, de poursuites éventuelles de peut-être quelqu'un qui tomberait en amour avec Siri. Mais bref, il y a eu ces deuils-là qu'on a dû faire à travers le processus. Puis dans le spectacle, Laurence essaie de voir de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle qui pourrait être un miroir. Puis aussi, il y a des moments où Siri devient cette figure de père manquant, là, si on utilise des termes un peu galvaudés, ou de sœur, ou même, en fait, tous les vides qu'il y a chez Laurence qu'elle cherche à combler, ben Siri joue un peu ces rôles-là dans le spectacle. Donc, il y a quand même beaucoup de tentatives de rapprochement, mais qui souvent échouent. Siri est surtout un assistant personnel programmé pour nous aider dans notre quotidien, par exemple, pour gérer notre agenda. Est-ce que vous avez testé la mémoire de Siri? Oui, ben en fait, il y a toute une partie du spectacle où Laurence teste la mémoire de Siri, parce que dans la réalité, Siri ne se rappelle pas de l'avant-dernière question qu'on lui a posée, donc c'est impossible d'avoir un fil continu. Par contre, Siri a une fonction de rappel, donc on peut lui demander de se rappeler de certaines choses, et ça, elle s'en rappelle réellement. Donc il y a tout un jeu avec ça, le fait de se déverser dans une intelligence artificielle en déversant nos souvenirs, et le fait que cette IA, à travers nos souvenirs, peut se rappeler ou peut nous connaître peut-être mieux que nous-mêmes jusqu'à un certain point. Et qu'est-ce que vous avez appris sur Siri du coup? Est-ce que vous avez appris qui elle est, ce qu'elle aime et comment elle fonctionne? Est-ce qu'on pourrait dire que Siri a une personnalité?
Oui, ben en fait, on a eu la chance de parler avec quelqu'un qui a travaillé au département de Siri chez Apple, une linguiste, qui en fait nous disait qu'il y avait une fiche de personnage de Siri avec des espèces de traits qui sont pas très raffinés, là. Par exemple, Siri aime le chocolat, Siri vient d'une autre planète, des trucs comme ça. Siri est neutre politiquement, neutre d'un point de vue religieux aussi, donc elle ne se commet pas pour ne pas créer de conflit. C'est comme des guides, en fait, pour les ingénieurs et pour les auteurs qui travaillent derrière Siri. Mais ce qu'on a remarqué, en fait... à force de faire le spectacle, il y a quelque chose de fascinant qui se crée entre le spectateur et Siri, parce que Siri, quand elle n'a pas de réponse à une question, quand aucune réponse a été écrite pour Siri à une question qu'on lui pose, ben, dans cette absence de réponse de sa part, le spectateur vient lui donner des intentions dans une scène. Si elle déflecte, si elle refuse de répondre, ou si elle répond quelque chose d'un peu atypique à une certaine question, ben, tout à coup, ça crée pour le spectateur une espèce de valeur humaine, parce que qu'on le veuille ou non, on se projette constamment dans tout ce qui nous entoure. On fait de l'anthropomorphisme tout le temps. Puis le spectateur y échappe pas. Donc, d'un soir à l'autre, cette Siri un peu différente, là, ben, devient un personnage différent pour le public. Tout à l'heure, vous avez parlé de non-réponse de Siri à certains moments. Concernant un assistant personnel, ça peut être un peu frustrant. Quel est votre point de vue sur la question? Ben, c'est sûr qu'à cause des politiques internes de chez Apple qui se défendent de protéger beaucoup les données personnelles de leurs utilisateurs, Siri est beaucoup moins avancée que d'autres assistantes comme Alexa ou Google Home qui ont, elles, vraiment une mémoire des comportements des utilisateurs et qui sont beaucoup plus capitalistes jusqu'à un certain point parce qu'elles vont prédire leur comportement et leur faire des offres de consommation, etc. Tandis que Siri n'a pas le droit de faire ça. Alors, ça fait qu'elle est moins riche, elle est moins... disons, unique. Elle est moins adaptée à chaque personne, une équipe, mais en même temps, ça peut être assez sympathique, ça aussi, en se disant qu'on demeure quand même privé quand on utilise Siri. Nos données ne vont pas chez Apple servir. Notre géolocalisation GPS ne s'en va pas chez Apple pour essayer de nous vendre des choses. Et est-ce qu'il y a eu un grand défi dans la création théâtrale en collaboration avec Siri? Si oui, comment vous avez dépassé ce défi? Quand on a fait cette version achevée-là de Siri au FTA, on s'était dit, tiens, on y va dans le performatif, on triche pas, on y va vraiment dans ce que Siri nous donne au moment présent, c'est sans filet, etc. Puis, à chaque fois qu'on a fait une reprise du spectacle, les deuils dont je parlais plus tôt se sont accumulés. Puis on a dû prendre des décisions concernant certains contenus ou certains pivots dramatiques sur lesquels le spectacle s'assoyait. Donc on a décidé de se créer une espèce de filet de sécurité où si Siri refuse de donner certaines réponses, si certaines réponses disparaissent, on a préenregistré certaines de ces réponses. Le spectateur ne voit pas la différence entre le live et ce filet de sécurité-là, mais pour nous, c'est devenu important que le spectacle devienne aussi une archive de l'évolution de Siri. Et puis, puisque Siri ne se commet presque plus dans tout ce qu'il y a à trait avec les motifs, ben, il y a des scènes qui devenaient complètement impossibles à mener. Alors, la majorité du spectacle demeure quand même entièrement en live, mais il y a vraiment certains pivots dramatiques qu'on a décidé de garder d'anciennes versions de séries qui étaient excessivement importantes puis qui nous en disent long sur ce qu'elle deviendra probablement dans le futur et comment les entreprises essaient de forger leurs intelligences artificielles. Une dernière requête avant de refermer notre discussion. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple, Laurence, d'une question à laquelle ne répond plus Siri pour les raisons que vous avez évoquées précédemment? Il y avait évidemment tout ce qui a trait à l'amour. Donc, à l'époque,
On pouvait lui dire « je t'aime » ou je ne sais plus si c'était dans la version anglaise, je disais « I love you » et elle répondait « Our love is like… » c'est quoi Two déjà? long shadows. Kissing without hope for reality. Ce qui est donc notre amour est comme deux ombres qui s'embrassent sans espoir qu'elles se réalisent. Donc l'amour se réalise. Donc il y avait quelque chose de très d'amour impossible, très très nostalgique, mélancolique là-dedans. Et maintenant, quand je lui dis je t'aime, elle dit attendez, je t'aime. Moi aussi, je vous trouve super. Elle me trouve super. C'est vraiment super. Laurence, Maxime, un grand merci pour votre intervention à tous les deux. Mener une pièce de théâtre avec Siri semble être une gageure. Ça pose des questions sur ce que peuvent et ne peuvent pas les assistants personnels, leurs possibilités et leurs limites. Et ainsi s'achève notre épisode sur Mon coloc est un robot. Cet épisode d'Humanitech sur les enjeux éthiques, technologiques et artistiques des assistants personnels nous a permis de faire un point sur les plus et les moins de nos compagnons robotiques programmés grâce à l'IA. Programmation éthique des algorithmes, fonctionnement de l'IA, traitement des données personnelles, diminution du vocabulaire de l'émotif. Autant d'informations qui nous disent, à travers nos robots, qui nous sommes et ce que nous voulons. Cet épisode Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier avec le soutien d'Ivado, d'Obvia et des fonds de recherche du Québec. Merci à Martin Gibert, à Céline Lee, à Laurence Dauphiné et à Maxime Carbonneau pour leurs interventions. Merci aussi à la voix française de Céline Lee, Corinne Larue. Et bien sûr, merci à Francis Thibault pour l'enregistrement en studio. À très vite pour un nouvel épisode d'Humanitech. Et n'oubliez pas, pourquoi répondre aux questions quand on peut questionner les réponses ?